Madame, bonsoir. Bonsoir. Nous vous remercions parce que vous nous permettez de vous poser certaines questions par rapport à la conférence qui vient de se passer par rapport au pays des Grands Lacs. Nous voulons savoir quelle est votre impression par rapport à certaines questions qui ont été posées dans la salle. Mon impression, c'est que les solutions ne sont jamais évidentes en fait. Comme l'a bien souligné Monsieur De Vigne, donc le représentant du ministre Armand de Decker, les solutions doivent venir de partout. Mais j'ai l'impression aussi qu'on a un petit peu peur de dire les choses, qu'on a peur de nommer, hein, de mettre des mots tels que corruption, des mots tels que oui, incompétence et des choses comme ça. Alors il faut reconnaître nos faiblesses et réfléchir aux solutions pour améliorer tout ça, acquérir une force et un pouvoir. Mais il est clair et net que je pense que le Congo, le Rwanda et le Burundi ont à, on va dire, déclarer, à exiger, parce qu'il y a une histoire commune, parce qu'il y a un passé commun et que quelque part il y a un devoir moral. Ça c'est clair. Et je crois que vous venez de suivre aussi l'intervention de Monsieur Onyetera par rapport à l'hypocrisie, disons, des deux communautés, la communauté occidentale et celle africaine. Est-ce que vous croyez qu'il avait raison dans ses dires? Je ne lui donne pas tort, en partie. Mais il reste toujours des individus. Il ne faut jamais condamner toute une collectivité. Je pense qu'il y a des personnes responsables, il y a des personnes qui veulent dire les choses. On ne condamne pas tout le monde, mais en général, je pense qu'il n'a pas tort. Et de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette collaboration? Moi, de mon côté, je m'engage, bon, je représente ici le ministre Bertancio, donc les Flamands, la communauté flamande en Belgique, et je m'engage à faire tout pour que nos relations entre le Congo, le Rwanda, le Burundi et les autres pays africains s'améliorent avec la communauté flamande. Et oui, communauté flamande, et même si, par exemple, il y a des problèmes pour les Congolais vis-à-vis du néerlandais, parce que c'est pas évident de parler cette langue aussi. Bien entendu, mais il est clair et net que le flamand belge ne va jamais exiger d'un allochtone d'être parfaitement bilingue. Ce n'est pas ça qu'on demande. Lorsque vous vous rendez en Espagne et que vous vous faites des amis là-bas, qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est de pouvoir vous exprimer en espagnol avec quelques mots. Ça montre votre bon vouloir. Et c'est ce que l'on demande ici, c'est une question de respect des cultures. Et je pense que tout Belge, tout Européen qui se rend en Afrique est super heureux de pouvoir dire en revenant, moi je sais dire bonjour, mbote, je sais ce que c'est la mwambe, etc. Et je pense que ça c'est déjà un premier pas. Et nos compatriotes allochtones ici le font. Mais ce n'est pas encore très connu, mais ils le font. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien regarder l'histoire et le passé. Si aujourd'hui la communauté flamande revendique à un tel point sa culture, c'est qu'à une époque, elle a été opprimée par rapport à ça. On le sait bien. Il est clair et net qu'à l'époque des colonies, nous avons eu beaucoup de néerlandophones, notamment dans tous les prêtres, etc., qui venaient là-bas. Mais ils avaient comme ordre premier de parler français. Alors effectivement, nous avons hérité de quelques mots en néerlandais qui restent parfois ancrés dans certains de nos villages, mais leur mot d'ordre qu'ils avaient ici de la part de leurs autorités, c'était de nous apprendre le français. Et de là vient cette lacune. Mais ce n'est certainement pas de la communauté flamande qui se serait fait un plaisir de communiquer sa culture et sa langue, mais ils ne pouvaient pas le faire à l'époque. Bon, ben, mbote na bino nyonso, na sepeli nazala awa lelo, mpona kosolola makambo mboka, mboka na ngai pe, parce que naza belge, mais naza pe congolaise na kati ya motema na ngai, nakotika kolia frite, nakotika pe kolia poulet à la mombe et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, jamais, tokobosa na Congo te. Monsieur Netera, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes parmi les participants par rapport à cette conférence sur les pays des Grands Lacs. Je voudrais savoir quelle est votre impression par rapport à tous les discours et le débat qui se sont effectués dans cette salle par rapport à la coopération dans nos pays tels que le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Bon, mon impression, la première, c'est que les intervenants, ou surtout les questions, je pense qu'on a voulu embrasser toutes les branches. Je l'ai voulu qu'on reste figé ou même focalisé sur la coopération entre la Belgique et le Congo et le Rwanda et le Burundi. Mais j'ai entendu pas mal de questions concernant les allochtones, les immigrants, et, des dossiers personnels et tout ça. Mais quant à ce qui concerne l'ensemble, pour terminer, j'ai dit que
on n'est pas encore dans une période, je ne sais pas pourquoi, peut-être par peur, peut-être par atavisme, on ne dit pas la vérité. Que ce soit les Belges, que ce soit les Africains, on ne se dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que chacun veut donner tort à l'autre. Les Congolais, les Rwandais, les Burundais ne savent pas eux-mêmes dire qu'avons-nous fait, que faisons-nous. Et le Belge, la même chose. Donc, on est en train de jouer le cache-cache alors que les problèmes se trouvent là parce qu'on ne se dit pas la vérité. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. On ne se dit pas la vérité. Mais alors, Monsieur Netera, quelle est cette vérité? La vérité consiste à pointer du doigt, carrément en disant, voilà, nous avons été, les uns ont été, je veux dire les Congolais, ont été colonisés. Le Rwanda et le Burundi n'étaient pas colonisés, c'est sous tutelle belge. Les deux régimes sont différents. Alors, la coopération en question, j'ai dit d'ailleurs dans mon intervention que ce que la Belgique n'avait pas fait, là, pendant la période de la tutelle, a essayé de le faire dans la colonisation, plutôt dans la coopération. Dans l'OTAN, on coopérait avec un gouvernement légal, démocratique. Maintenant, on est en train de collaborer avec des gouvernements vraiment, je dirais, illégaux. Les uns, et surtout tous, pas les forces. Quand on a son Kalachnikov à la main, on s'impose, on fait un gouvernement, et les garants de la démocratie, qui sont la communauté internationale, disent Amen, au lieu de se lever le doigt en disant non, ce n'est pas démocratique. Au besoin même, suspendre carrément la coopération jusqu'à ce que les choses deviennent anormales. Mais si chacun est capable et même autorisé, applaudi, accepté de prendre les Kalachnikov, aller imposer sa volonté dans un pays, et les pays, les bailleurs de fonds, les coopérants disent Amen. Et ça, je trouve que ce n'est pas sérieux. Et les Africains ne sont pas capables de le dénoncer, comme dans une séance comme celle-ci. Et les Belges, puisqu'il s'agit des Belges, on n'a pas parlé des Allemands ou des Anglais ou des Français ou des Américains, eux-mêmes disent tant mieux, pourvu qu'on ne nous attaque pas. Tant mieux. Donc, c'est un jeu de cache-cache. Les Africains ne connaissent peut-être pas leurs vrais problèmes, ou bien ils ont peur de le dire. Spécialement les Africains qui sont ici, ils ont peur. Les uns sont réfugiés, les autres sont en cours de demander la nationalité belge, etc., en disant, si je dis la vérité, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est la peur africaine qui date de très longtemps. C'est ce que je voulais dire en somme. Et les Belges, réellement, ne demandent pas mieux, pourvu qu'on ne les attaque pas. Évidemment. Voilà ce que j'ai compris. Monsieur, par rapport au gouvernement que vous venez de dire, qui ont pris le pouvoir à travers les armes, est-ce que vous croyez qu'ils ont été propulsés par certains États occidentaux ou bien c'est par eux-mêmes? Écoutez, par eux-mêmes, ce n'est pas leur volonté. Mais comment est-ce que vous pouvez me dire que quelques individus peuvent se procurer des armes lourdes, des armes légères? Où trouvent-ils ces armes? Ces armes sont données. Ou bien sont achetées. Avec quel argent? Comment est-ce qu'un groupe de personnes, les réfugiés par exemple, peuvent arriver à réunir des sommes énormes pour soutenir une guerre qui dure 3, 4, 5, 6 ans? Ça veut dire qu'ils trouvent ces armes quelque part. Et chez les fabricants, vous comprenez, ils sont donc je dirais qu'ils sont tacites complices. Ils ont une complicité tacite. Je ne dirais même pas tacite, c'est ouverte. C'est une complicité que l'Afrique flambe. Écoutez,
c'est très loin. Les pays africains qui flambent, c'est très loin de l'Europe. Si c'est la Grèce, c'est inquiétant. Vous comprenez? Si c'est la Turquie, c'est très inquiétant. Mais à 8000 km à vol d'oiseau, quand ça flambe, ça flambe. Pourvu qu'on achète les armes. Vous comprenez? Voilà ma vision des choses. C'est ce que je constate, c'est mon constat. Je ne juge pas, je constate, comme on constate le lever du soleil. C'est ça. Monsieur, au fait, c'est vrai que par rapport au développement tel que était le thème de cette conférence, est-ce que vous croyez qu'on peut parler de développement sans réconciliation entre les peuples et surtout en Afrique centrale avec toutes les guerres qu'il a eues? La réconciliation est une pièce maîtresse. Mais à une condition, il faut que les gens veulent se réconcilier. Il y a certaines catégories de personnes ou certains groupes qui n'aimeraient pas la réconciliation parce que dans cette réconciliation, ils perdront. Réconciliation veut dire quoi? Ça veut dire faire table rase. Mettons les cartes sur le tapis. Discutons. En mettant les cartes sur le tapis, en discutant, franchement, il y a des gens qui perdront. Il y a des gens qui n'aiment pas cette réconciliation, qui aiment pécher dans le trouble. Mais la réconciliation est nécessaire. Sans elle, il n'y aura rien de bon. Rien ne marchera. Même si les Occidentaux nous disent réconciliez-vous, allez les petits, allez vous réconcilier. Mais à côté, ils disent mais vous n'acceptez pas. Hein. Attention, réconciliez-vous, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors chacun, mais je vais vous dire, vous donner un exemple. Lorsque le Rwanda a été attaqué, depuis le 1er octobre 1990, la communauté internationale, au lieu de lever le doigt en disant « Ah ça non, on ne peut pas attaquer un pays souverain impunément comme ça », on a dit « Allez discuter. Allez discuter là, arrangez-vous. » Mais arrangez-vous. Comment voulez-vous que les gens s'arrangent? L'un veut prendre le pouvoir absolument, l'autre veut le garder absolument. Alors, il n'y a pas de réconciliation. Donc, les foutus accords de paix d'Arusha n'ont abouti à rien du tout. Parce que les deux n'étaient pas d'accord sur l'objet même de la réconciliation. Voilà. En fait, il y avait différents thèmes qui devaient être débattus sur la coopération au développement dans les pays des Grands Lacs. Moi, je devais parler de la jeunesse et des perspectives d'avenir par rapport à la coopération au développement. Chacun des participants avait un thème. Jusque-là, je crois que nous abordons dans le même sens. On constate que la coopération s'est remis en place depuis un certain temps. Il y a des lacunes qu'on essaye de combler. Et alors, on a donné un peu, nos pistes pour permettre une meilleure réflexion et pour permettre peut-être une meilleure coopération au développement. Mais je crois qu'en matière de ça, nous, ce sont juste des pistes. Il faudrait plutôt voir avec le ministère de la Coopération et du Développement qui a la technicité en fait, de la matière. Il est vrai que vos pistes sont assez bonnes, mais est-ce que vous tenez compte réellement du désir et du besoin de la population, des habitants des pays des Grands Lacs? Logiquement, avant de faire une bonne coopération, il faut nécessairement tenir compte des besoins et des spécificités de chaque pays. On ne peut pas partir d'une coopération nord vers les sud. La coopération elle doit se faire entre nord et sud. Maintenant, on parle en ces termes-là, nord-sud, et non plus une coopération qui vient du nord pour apporter quelque chose vers le sud, sans tenir compte en fait, des besoins spécifiques de ces populations. Donc aujourd'hui, je crois qu'on tient compte des besoins de la population. Et si on ne tenait pas compte des besoins de la population des pays des Grands Lacs, je crois qu'aujourd'hui, ces populations seraient vraiment en deçà, mais alors vraiment en deçà de ce qu'elles vivent déjà comme difficulté. Mais croyez-vous par rapport aux aides que vous avez déjà envoyées, donc c'est-à-dire la coopération belge par rapport aux pays des Grands Lacs, donc le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, est-ce que vous ne sentez pas que la population est lésée par rapport, parce que c'est une certaine classe politique ou bien une certaine partie de la population qui ont l'aptitude d'avoir ces aides, tandis qu'une autre ne l'a pas? Mais en fait, cette coopération, ce sont des projets, c'est par micro-projets qu'on fait, on fait de la coopération au développement. On ne peut pas résoudre tous les problèmes des populations des Grands Lacs. Il y a des problèmes spécifiques qu'on essaye de traiter. Et je crois aussi qu'il faut tenir compte des personnes à qui on envoie cette aide-là. Comment est-ce que ces personnes utilisent cette aide? Je crois qu'à un moment, il ne faut pas toujours avoir,
cette manie de chaque fois accuser quelque part les personnes qui apportent de l'aide. On apporte de l'aide dans les pays des Grands Lacs, mais alors c'est au pays des Grands Lacs de mieux redistribuer cette aide-là. Parce qu'à ce moment-là, si on doit en même temps apporter de l'aide, contrôler cette aide et voir comment, à qui on les redistribue, quelque part on fait de l'ingérence en matière de politique de ces pays qui sont devenus indépendantes et autonomes. Mais c'est vrai qu'il faut conjuguer en fait, les difficultés qu'on rencontre dans ces pays et voir un peu comment améliorer cela. C'est vrai, je comprends qu'il y a ces problèmes-là, mais je crois qu'il faut aussi regarder en fait, les personnes qui reçoivent cette aide, tant les gouvernements de l'autre côté, et nous aussi, on prend note des difficultés que rencontre la population parce que l'aide n'arrive pas toujours jusqu'à la fin, au bout de la chaîne. Mais bon, je crois que je rapporterai en fait cette question et cette problématique au ministre de la coopération et du développement pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Mais je ne peux terminer mon interview parce que tout à l'heure, vous venez de citer un mot qui est très important. Vous venez de parler d'ingérence. Je crois que vous êtes censé savoir que la Belgique, donc la Belgique fédérale, a envoyé à maintes reprises plusieurs aides au Congo démocratique. Mais il y a une certaine partie de la population congolaise qui se demande pourquoi la Belgique est-elle en train d'imposer un peuple, un gouvernement qui ne les représente nullement. Et la Belgique n'impose pas. Excusez-moi, là je suis véhémente, la Belgique n'impose pas un gouvernement au Congo. Pour le moment, on parle des élections. Mais les élections, que veut dire les élections, madame? Les élections, ça veut dire que c'est le peuple qui choisit. C'est au peuple congolais demain, au lendemain du 30 juin, de choisir son gouvernement. Il y a eu les accords de Saint-City, il y a eu le dialogue intercongolais. Ce sont les Congolais, avec l'aide de la communauté internationale, qui ont mis en place ces gouvernements de transition pour essayer d'arrêter la guerre. Que préféreriez-vous? Continuer à avoir une guerre et des millions de personnes mourant tous les jours, ou alors avoir une trêve d'un petit temps pour pouvoir préparer les élections, pour pouvoir préparer le pays à la démocratie? Mais il y a trêve. Il y a trêve. Mais il y a eu trêve, je suis désolée madame, la guerre entre les pays belligérants, à un moment, a diminué. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a sûrement des fractions qui sont encore en train de faire des exactions au niveau de l'Est du Congo, mais la guerre comme telle, la guerre a été arrêtée. Les partis sont tous ensemble. Les bilans, je vous laisse faire, on sait ce que c'est, mais je vous dis, ne venez pas dire que la Belgique a imposé un gouvernement aux Congolais. Non. Ce sont les Congolais eux-mêmes avec... Pas les Congolais, donc disons les belligérants. Mais ce sont quoi les belligérants? Il y avait des Congolais, il y avait d'autres. Pour le moment, tout le monde s'appelle Congolais. Moi, je suis désolée, ce sont les Congolais. Les belligérants, ce sont des Congolais. Il y avait le MLC, ce sont des gens du Congo. Il y avait la société civile, ce sont des Congolais. Il y a le gouvernement, ce sont des Congolais. Il y a le RCD qui, aujourd'hui, on dit que ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Ce ne sont pas d'autres personnes qui sont venues imposer le gouvernement aux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que le Congo arrive aux élections pour que le peuple congolais puisse choisir qui il veut comme gouvernant. Donc c'est maintenant, la balle est dans votre camp. La balle a toujours été dans votre camp. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment demander au peuple congolais, et je voudrais vous demander à vous, la presse, de ne plus avoir ce langage de dire que la Belgique a imposé un gouvernement aux Congolais. Non, ce sont les Congolais eux-mêmes qui, vu les guerres, se sont imposés ces gouvernements. Et nous, on est en train d'aider pour que cette transition se termine et qu'on arrive à un gouvernement élu démocratiquement. Et si aujourd'hui, par exemple, ce soi-disant gouvernement tombait et qu'il en ait un autre, est-ce que la Belgique le soutiendra? Mais s'il a été élu démocratiquement, oui. Et si pas élu démocratiquement, si à travers les armes? Ah non, à travers les armes. Nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas un gouvernement qui prenne le pouvoir en place par les armes. Comment voulez-vous qu'on réponde encore à ces genres qu'on soutienne encore un gouvernement qui viendrait par les armes? Non, nous voulons un gouvernement issu des élections. C'est pour cela que nous nous battons pour arriver aux élections. Et j'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, j'implore le peuple congolais à aller aux élections pour choisir démocratiquement et librement le gouvernement. Vous pouvez le dire en lingala, je crois. En tout cas, nous sommes tombé les Congolais, les lobes, makambo. Nyonso bosala en sorte boke na élection pour lobby bokoka bino moko kocha gouvernement bokoka bino moko kocha bato bolingi na gouvernement pour gérer mboka soki bozo zela kaka bato mususu baya bobando continuer toujours na sibere la kolba kino batieli biso bato non lelo baleza na kana bino nde il faut bozwa siko mboka na maboko na bino boke na élection bosala en sorte que lobby gouvernement ekoya ezala bino bato kocha yango en place bosana te que bozana puissance makasi bozana force makasi ya kocha gouvernement en place ya kolongola ep soki bolingi te soki bosali ba élection oyo te le 30 juin à votre âme et conscience boyeba que tozongi sous la spirale moko et que si la jamais et la souffrance va toujours continuer.